Je suis le capitaine Clairefontaine. Vous n'avez probablement jamais vu mon nom dans les journaux ou dans les magazines. Du moins, pas jusqu'à aujourd'hui, car mon travail m'oblige à rester dans l'ombre. Mon travail, qui consiste à assurer la sécurité de la République française, m'oblige à vivre comme un fantôme, dans des coordonnées que la plupart des gens ne sauraient même pas situer sur une carte. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant ne concerne pas l'opération de sauvetage d'otages que j'ai menée au large de la Somalie, ni les médailles qui ornent ma poitrine. Cette histoire concerne la nuit maudite où j'ai découvert que mon pire ennemi ne se trouvait pas au-delà de l'océan, parmi les pirates armés, mais dans ma maison du 16e arrondissement de Paris, dans ma chambre à coucher que j'aimais tant. Nous étions dans l'obscurité totale du golfe d'Aden. Dehors, les vents de mousson fouettaient la coque de notre frégate et l'odeur de l'eau salée me piquait les narines. J'étais loin de chez moi depuis 6 mois. 6 longs mois. Je n'avais pas cessé une seule seconde de penser à Marc, mon mari. Il était mon refuge. Du moins, c'est ce que je croyais. En raison de ma mission, je ne pouvais jamais lui raconter les détails de mon travail. Marc me croyait fonctionnaire ennuyeuse, chargée de la logistique et des formalités administratives au port de Toulon. J'étais obligée de lui mentir. C'était le protocole. Et il se plaignait sans cesse de ma vie ennuyeuse, de mes uniformes gris et de mes soucis bureaucratiques. Ce soir-là, après l'opération, l'adrénaline avait quitté mon corps, laissant place à une profonde fatigue. Je me suis retirée dans ma cabine. C'était l'un de ces moments où l'Internet par satellite fonctionnait rarement. J'ai allumé ma tablette. Mon seul but était d'écrire à Marc « Je vais bien, je t'aime, c'est pour bientôt ». Mais mon écran s'est mis à trembler à une vitesse inattendue. Mon compte Apple Cloud. Maudite technologie, parfois elle vous sauve la vie, parfois elle vous la détruit. Marc et moi avions un compte cloud commun, mais il ne comprenait pas grand-chose à la technologie. Il ne savait probablement même pas ce qu'était la synchronisation. Ou alors, son arrogance avait pris le pas sur son inattention. Les photos qui défilaient sur mon écran, au début, je n'ai pas compris. Mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. C'était comme le sentiment d'engourdissement que l'on ressent lorsqu'on est touché par un éclat d'obus sur un champ de bataille. Je ne ressentais aucune douleur, juste un étrange vide. La première photo avait été prise dans le salon de notre maison à Paris, mon salon. Devant le grand miroir antique hérité de ma grand-mère, se tenait une jeune femme. Elle portait ma robe de chambre en soie, celle que Marc m'avait offerte pour notre 3e anniversaire de mariage, celle qui effleurait ma peau, la femme tenait un verre de vin à la main. J'ai reconnu la bouteille, un Château Margaux, millésime 2005. La bouteille que Marc avait mise à la cave en disant « Gardons-la pour un jour spécial, ma chérie ». C'était donc aujourd'hui ce jour spécial, mais pas pour moi. Mon doigt a fait défiler l'écran en tremblant. Photo suivante. J'ai senti un goût amer dans ma bouche. Cette fois, ils étaient dans notre chambre. La femme était assise sur les genoux de Marc et Marc, mon mari, mon Marc, regardait l'appareil photo non pas avec le sourire que je connaissais, celui dont j'étais amoureuse, mais avec une expression arrogante, comme celle d'un vainqueur. Une note était inscrite sous la photo. Il s'agissait probablement d'une capture d'écran qui avait été sauvegardée par erreur dans le cloud, alors qu'elle devait être envoyée à un groupe d'amis. Le message disait « Ne t'inquiète pas, chérie, sera de logistique ennuyeux et toujours en mer, à compter des bateaux rouillés. À son retour, il signera les papiers du divorce. D'ici là, cette maison, ces bouteilles de vin et mon nom de famille, tout est à toi. Souris logistique, navire rouillé. Je voudrais m'arrêter là, et je voudrais vous demander, à vous qui m'écoutez, avez-vous déjà eu l'impression d'être un moins que rien aux yeux de la personne pour laquelle vous avez tout sacrifié? Si votre réponse est oui, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car cette histoire n'est pas celle d'une victime qui se lamente, mais celle de la naissance d'un chasseur. Et croyez-moi, c'est dans cette cabine sombre que j'ai appris à devenir un chasseur. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je vous jure que je n'ai pas versé une seule larme. J'ai senti ce feu brûler au milieu de ma poitrine, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère. Mais pas une colère chaude et impulsive, une colère glaciale, sombre et mortelle, comme les eaux profondes au large de la Somalie. Je n'ai pas éteint la tablette. J'ai sauvegardé tout, chaque photo, chaque message humiliant, un par un, les dates, les heures, les données de localisation. La discipline militaire l'était entrée en jeu. Il n'était plus mon mari.
Il était une cible à neutraliser. Marc pensait que je n'étais qu'une simple fonctionnaire chargée de tâches administratives. Il ne savait pas que j'étais l'un des officiers de renseignement les plus éminents de la marine française, que j'avais été convoqué à Paris pour recevoir la Légion d'honneur et que ce qu'il considérait comme un travail de bureau était en réalité de la gestion de crises internationales. Et surtout, il avait sous-estimé mon talent pour l'élaboration de stratégies, comme on sous-estime les coups d'un maître d'échecs. J'ai passé la nuit dans ma cabine. Alors que le soleil se levait sur l'océan Indien, j'avais élaboré mon plan. Marc voulait frimer auprès de la haute société parisienne avec sa jeune maîtresse, vivre comme un roi dans ma maison, avec mon argent. Très bien, je lui donnerai ce qu'il voulait, mais selon mes règles. Mon retour à Paris serait silencieux, tout comme la tempête qui approchait. Alors qu'il attendait sa femme ennuyeuse, il allait se retrouver face à un capitaine. Et ce capitaine ne faisait pas de prisonnier. Lorsque le voyage de retour a commencé, je n'avais pas seulement ces photos en main, j'avais également les relevés bancaires qui montraient à quel point le plan auquel Marc faisait tant confiance était en réalité amateur. Car Marc avait oublié une chose. C'était moi qui possédais cette maison et ce compte bancaire bien garni, moi qui gérais la fortune héritée de ma famille. Il n'était que mon époux, à qui j'avais donné le pouvoir de signature et en qui j'avais confiance. La confiance, mes amis, c'est comme du verre. Une fois brisé, vous pouvez bien recoller les morceaux, votre reflet restera toujours fragmenté. Et moi, j'étais prêt à trancher la gorge de Marc avec ces morceaux. Mais avant cela, j'avais besoin d'une scène sous les projecteurs, que tout le monde regarderait, sans aucun endroit où se cacher. Et par hasard, le bal de la marine avait lieu 2 semaines plus tard. J'avais appris par des messages innocents de nos amis communs que Marc cherchait une invitation pour frimer avec sa jeune petite amie mannequin. « Claire, Marc veut des billets pour le bal à l'hôtel L'Amiral en ton nom. Tu ne viendras pas ?» m'avait demandé un ami. J'ai souri. Il ne savait pas que la femme qu'il appelait la souris logistique était l'invitée d'honneur de cette soirée. Je lui donnerai le billet qu'il voulait, même au premier rang, pour qu'il puisse assister à sa propre exécution depuis le meilleur endroit. Dans un instant, je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai posé le pied à Paris, comment j'ai joué la comédie en voyant le visage arrogant de Marc et la surprise diabolique que mon avocat et moi avions préparée pour lui souhaiter la bienvenue. Si vous êtes prêts, nous allons descendre dans les rues froides de Paris. À mon arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, Paris m'a accueilli avec un ciel gris. En regardant la ville depuis la vitre du taxi, je me disais que ces rues, qui me donnaient autrefois le sentiment d'être chez moi, ressemblaient désormais à un champ de bataille. Dans le golfe d'Aden, mon ennemi était clair et net. Il avait des kalachnikovs et savait ce qu'il voulait. Mais ici, mon ennemi, c'était l'homme qui m'embrassait en me disant « ma vie », qui partageait mon lit et qui m'avait poignardé dans le dos. Ce genre d'ennemi est le plus dangereux, parce qu'il sait où vous retirer votre armure. Avant de rentrer chez moi, j'avais un arrêt très important à faire. J'ai donné au chauffeur de taxi une adresse dans le 8e arrondissement. C'était le bureau de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris. Mon avocat, Maître Henri. Henri n'était pas seulement avocat, il était aussi ancien procureur militaire. Il ne travaillait pas avec ses émotions, mais avec des faits et des preuves. C'était exactement l'homme qu'il me fallait. Lorsque je suis entrée dans son bureau, un gros dossier était posé sur son bureau. Henri s'est levé dès qu'il m'a vue. Il a dû lire l'expression sur mon visage, car il m'a dit « Bienvenue, capitaine. Je vois que votre retour à la vie civile a été quelque peu mouvementé. » Je posai ma tablette et toutes les photos dégoûtantes que j'avais sauvegardées sur son bureau. « Ce n'est pas mouvementé, Henri, dis-je. C'est un rapport d'accident. Et je veux être le seul survivant. » Au fur et à mesure qu'Henri examinait les dossiers, ses traits se durcissaient. L'arrogance de Marc sur ses photos, les expressions méprisantes de rat logistique dans ses notes, Henri retira ses lunettes et les posa sur la table. « Claire, dit-il d'une voix calme, j'ai vérifié ta situation financière. Marc a retiré 45 000 € du compte joint pendant ton absence. Il a indiqué « Travaux dans la maison » dans la rubrique « Motifs ». Mais les relevés de carte de crédit montrent que cet argent a été dépensé au restaurant L'Avenue, dans la boutique Chanel et pour réserver des vacances aux Maldives. Non seulement cet homme est infidèle, mais il est aussi stupide. Son empreinte numérique est aussi grande que celle d'un éléphant. J'ai souri.
Je veux récupérer cet argent, Henri, jusqu'au dernier centime, mais je veux plus que ça, je veux le détruire devant tout le monde. Henri a sorti une enveloppe du tiroir. Voici le protocole de divorce et la requête en matière de régime matrimonial que nous avons préparé. Mais si tu lui donnes ça maintenant, ça ne fera que déclencher une bataille juridique. Qu'est-ce que tu as prévu? Le bal de la marine, ai-je répondu. Dans 2 jours, à l'hôtel L'Amiral. En montant bateau, bon. Les yeux d'Henri se sont mis à briller. Lorsque je lui ai expliqué mon plan, son expression sérieuse de procureur militaire a laissé place à un sourire malicieux. C'est risqué, Claire. Mais si ça marche, ce sera légendaire. En sortant du bureau, je me sentais plus légère. Je n'étais plus seule. J'avais une stratégie et un allié. Il ne me restait plus qu'à passer à la partie la plus difficile, rentrer chez moi et faire comme si de rien n'était. Lorsque j'ai ouvert la porte de la maison avec ma clé, l'intérieur était étrangement silencieux. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué que l'odeur de lavande que j'aimais tant avait été remplacée par un parfum lourd, sucré et bon marché. J'ai eu un haut-le-cœur. Je me suis arrêtée à l'entrée du salon, l'endroit où se trouvait la photo, le miroir de ma grand-mère. J'étais maintenant en face de lui, mais je pouvais presque voir le fantôme, la silhouette de cette femme, dans le miroir. « Claire ?» La voix de Marc. Il est sorti de la cuisine. Il portait le pull en cachemire que je lui avais offert. Une lueur de panique a brièvement traversé son visage, mais il a immédiatement revêtu son faux masque de mari aimant que je connais si bien. Il s'est approché de moi et m'a ouvert les bras pour m'embrasser. C'est à ce moment précis, chers spectateurs, que je voudrais vous poser la question suivante. Pouvez-vous embrasser quelqu'un en le regardant dans les yeux alors que vous savez qu'il vous a trahi et qu'il vous a pris pour un idiot? Si votre réponse est « non, je ne peux pas », cela signifie que vous n'avez pas encore de plan de vengeance. Car la vengeance demande de la patience. Et à ce moment-là, j'ai joué la comédie comme une actrice oscarisée. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai fait semblant de respirer le parfum de sa peau, mais en réalité, je cherchais des traces de ce parfum bon marché. « Marc », ai-je dit d'une voix fatiguée, « tu m'as beaucoup manqué. » Marc s'est détendu. Il pensait que le danger était passé. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Comment s'est passée ta journée à la logistique? Encore ces ennuyeux inventaires? » « Ne me demande pas, ai-je répondu en posant mon sac. Des bateaux rouillés, des listes interminables. Je suis épuisée, Marc, tellement épuisée que je veux juste dormir pendant un moment. Marc alla dans la cuisine et m'apporta un verre d'eau. Ses mains tremblaient, peut-être pas à la cause de la culpabilité, mais plutôt de la peur d'être découvert. Mais en voyant mon état de fatigue et de pureté, il reprit courage. Claire, dit-il, comme s'il parlait d'une chose sans importance. Tu as des projets pour le week-end? Tu sais, il y a le bal de la marine. Mes amis y vont. Peut-être que nous aussi. Je ne l'ai pas laissé finir sa phrase. J'ai sorti de mon sac l'élégante invitation dorée. Ah oui, on me l'a donnée au bureau. Comme chaque année, ils ont dit que la participation était obligatoire, mais les yeux de Marc se sont fixés sur l'invitation. Il ressemblait à un requin qui a repéré sa proie. « Mais je suis très fatiguée, Marc, » dis-je en fronçant les sourcils. Je n'ai pas envie de supporter cette foule et les discours ennuyeux de ces officiers supérieurs. De plus, je n'ai rien à me mettre. Tu sais bien que je n'appartiens pas à ce monde fastueux. Vous auriez dû voir le soulagement sur le visage de Marc. Il était presque prêt à danser. « Ah, je comprends, ma chérie. Tu as raison, tu es très fatiguée. Tu as besoin de te reposer. » Puis il ajouta sournoisement. « Mais ne gaspillons pas cette invitation. Je pourrais peut-être y aller. Ce serait bon pour mes relations professionnelles. François et les autres seront là aussi. » Je me suis dit « Oui, François sera là. Et il te regardera te ridiculiser. » Sans, mais à l'extérieur, j'ai dit en souriant. « C'est parfait, Marc. Vas-y, amuse-toi bien. Tu peux même emmener quelqu'un avec toi. L'invitation est pour 2 personnes. Tu pourrais peut-être y aller avec ta sœur ?» À ce moment-là, Marc a commis la plus grande erreur de sa vie. Il croyait tellement à ma naïveté qu'il a complètement baissé sa garde. « On verra », a-t-il répondu en passant, mais je pouvais lire son plan dans ses yeux. Il allait prendre cette invitation, mettre cette jeune mannequin à son bras et se pavaner devant la haute société parisienne. Avec mon invitation, le soir où l'on célébrait ma réussite. Cette nuit-là, dans notre chambre, je n'ai pas dormi dans le lit hanté par le fantôme de cette femme. Pendant que Marc ronflait à côté de moi, je regardais le plafond et répétais mentalement le discours que je prononcerais au bal.
Marc pensait qu'il allait se rendre à ce bal comme un roi. Mais comment il allait s'en sortir? Moi seul le savais. Dans un instant, je vais vous raconter l'atmosphère scintillante de la soirée de bal, l'entrée de Marc et de sa petite amie dans la salle et l'expression inestimable qui se peignait sur leur visage lorsque mon nom a été annoncé. Préparez-vous, car le vrai spectacle commence maintenant. La salle de bal de l'hôtel L'Amiral était d'une splendeur qui aurait fait pâlir le château de Versailles. Des messages, les immenses lustres en cristal suspendus au plafond se reflétaient dans les épaulettes des centaines d'officiers qui remplissaient la salle et dans les bijoux des élégantes dames. C'était ici que s'affichaient la puissance et la gloire de la France. Mais ce soir-là, cette salle n'était pas pour moi un lieu de fête, mais un échafaud soigneusement préparé. Je me trouvais dans la loge privée à l'étage supérieur du salon. J'étais dans l'obscurité. J'avais un verre d'eau minérale à la main, car un tireur d'élite ne boit jamais avant d'appuyer sur la gâchette. Je regardais en bas. J'avais demandé aux agents à l'entrée de garder mon nom secret sur la liste des invités. Et à 20h15 précises, le couple que j'attendais est apparu à la porte. Marc. Ah, Marc. Il portait un smoking noir. Il avait une fausse pochette en soie à son col. Sa démarche rappelait celle d'un paon. À ses côtés se trouvait elle, Élodie, sa jeune petite amie mannequin. Elle portait une robe vert émeraude, dos nu, probablement achetée avec ma carte de crédit, qui coûtait une fortune. Elle était belle, je ne peux le nier, mais sa beauté était celle, figée, d'un mannequin de vitrine bon marché. Quand ils sont entrés dans la salle, j'ai observé Marc balayer la pièce du regard. Son visage arborait cette expression familière et arrogante qui disait « Je suis chez moi ici ». Il a salué d'un signe de tête un amiral qui passait à côté de lui. L'amiral, qui ne le connaissait pas, lui a répondu par simple politesse. Mais Marc s'est tourné vers la fille à côté de lui et lui a probablement menti en disant « C'est un vieil ami ». À ce moment-là, j'ai de nouveau ressenti cette nausée dans mon estomac. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était du dégoût. Mon mari, parmi mes collègues, mes compagnons d'armes, promenait sa maîtresse avec mon argent. Je vous pose la question. Si vous aviez été à ma place sur ce balcon, n'auriez-vous pas descendu pour leur jeter cette coupe de champagne au visage? N'auriez-vous pas voulu tout brûler et tout détruire dans un accès de rage? Si votre réponse est « oui », indiquez-le dans les commentaires. Mais n'oubliez pas que la colère est un mauvais maître. Je n'ai pas bougé d'un pouce sur ce balcon. Je me suis contentée d'observer. J'ai attendu qu'il marche jusqu'au piège, jusqu'à l'endroit où se trouvait le fromage. Marc et Élodie se sont dirigés vers l'une des tables rondes au milieu du salon, vers la table protocolaire, juste devant la scène. Les serveurs ont essayé de les arrêter, car cette table était réservée aux invités d'honneur. Mais Marc a sorti de sa poche l'invitation dorée que je lui avais donnée. Le serveur a regardé l'invitation, a regardé le nom sur la liste et s'est écarté avec surprise pour leur laisser le passage. Ils s'assirent à leur place. Marc croisa les jambes. Élodie regardait autour d'elle avec admiration et prenait sans cesse des selfies. Les autres personnes assises à cette table étaient le commandant de la marine, le secrétaire d'État à la défense et leurs épouses. Je voyais bien que Marc essayait de discuter avec eux, mais eux le regardaient comme s'ils se demandaient « Mais qui est cet homme ?» Marc pensait que le fait d'être assis à cette table lui conférait du prestige. Or, être assis à cette table signifiait être sous les feux des projecteurs. Il était 21h. Les lumières s'éteignirent. Seule la scène était éclairée. L'amiral Valéry est monté à la tribune. Il a salué la salle de sa voix tonitruante. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici ce soir non seulement pour célébrer la création de notre marine, mais aussi pour rendre hommage aux véritables héros parmi nous, a-t-il déclaré. Marc chuchota quelque chose à l'oreille d'Élodie et gloussa. Il lui disait probablement que ces discours ennuyeux se terminent pour que nous puissions danser. L'amiral poursuivit. Le courage se manifeste parfois au front, parfois à une table diplomatique, parfois loin de vos proches, au milieu d'une mer sombre. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Cette année, la Légion d'honneur a été décernée à celui qui, au large des côtes somaliennes, a sauvé 14 citoyens français des mains des pirates sans tirer un seul coup de feu, grâce à son intelligence stratégique et à son talent de négociateur. Marc but une gorgée de champagne. Il ne savait rien. Et cette médaille, il est décernée
à un officier qui a fait preuve d'un grand sacrifice en gardant son identité secrète pendant qu'il dirigeait toute cette opération. L'amiral prit une profonde inspiration et fixa son regard sur la table où Marc était assis. Permettez-moi d'inviter le capitaine Clairefontaine à monter sur scène. Une forte ovation retentit dans la salle. Et à ce moment-là, je n'oublierai jamais ce moment. Le verre que Marc tenait à la main resta suspendu dans les airs, son sourire se figea, son visage devint d'abord blanc, puis gris. La jeune fille à côté de lui, Élodie, commença à applaudir, mais en voyant le visage livide de Marc, elle resta les mains en l'air. Elle le regarda comme pour lui demander « Que se passe-t-il » Je suis sortie de l'obscurité de la loge. Je ne portais pas mes vêtements de fonctionnaire ennuyeux. Je portais mon uniforme de cérémonie blanc. Les insignes de capitaine brillaient sur mes épaules et les médailles que j'avais reçues pour mes services brillaient sur ma poitrine. En descendant les escaliers, le bruit de mes talons résonnait au milieu des applaudissements, produisant un tac 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 rythmique. Tout le monde dans la salle s'est tourné vers moi, mais je ne regardais qu'une seule personne, dans les yeux de Marc. Ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était de la peur, une peur pure et distillée, parce qu'il avait compris à ce moment. Et ce moment-là, sa femme, qu'il appelait et la souris logistique, était en fait capitaine. Et pire encore, à ce moment-là, à cette table avec sa maîtresse, il s'était fait prendre devant toute la marine française et sa femme. Je suis montée sur scène. L'amiral m'a serré la main et m'a épinglé cette lourde médaille, la Légion d'honneur, sur la poitrine. « Félicitations, capitaine », m'a dit l'amiral d'une voix que moi seule pouvais entendre. « Êtes-vous prêt ?» L'amiral savait. Henri avait tout arrangé. Je me suis approchée du micro. La salle est devenue silencieuse. Marc voulait se fondre dans son siège, disparaître. Mais ce projecteur impitoyable était braqué sur lui. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé mon discours. Mais ce ne serait pas le discours de remerciement qu'ils attendaient. Dans un instant, je vais vous raconter ce discours historique que j'ai prononcé à la tribune et qui a mis fin à la vie de Marc, le silence glacial qui régnait dans la salle et la fuite d'Élodie de cette table. Ne préparez pas vos mouchoirs, car ce ne sera pas une tragédie, mais une marche triomphale. Je me tenais debout à la tribune. Le micro dans ma main était froid, mais mes paumes ne transpiraient pas. Au contraire, je sentais mon sang couler dans mes veines comme une rivière de glace. Devant moi, il y avait des centaines de visages. Tous me regardaient avec admiration. Mais je ne me concentrais que sur une seule paire d'yeux. Les yeux écarquillés de Marc, remplis d'horreur. Le silence dans la salle était si pesant qu'une aiguille tombée aurait résonné comme une bombe. Marc semblait collé à sa chaise. À côté de lui, Élodie s'agitait nerveusement, écrasée sous le poids des regards. « Merci, monsieur l'amiral », ai-je commencé. Ma voix ne tremblait pas. Elle était forte et claire, c'était la voix d'un commandant. Cette médaille, la Légion d'honneur, c'est la plus grande distinction pour un soldat, car cette médaille symbolise le sacrifice. Nous, les soldats, nous sacrifions parfois des mois, parfois des années pour notre patrie, pour nos proches, pour que vous puissiez dormir en paix. Nous attendons dans les mers froides, dans les déserts désolés, et une seule chose nous permet de tenir bon, la loyauté. En prononçant le mot « loyauté », j'ai fixé mon regard directement sur Marc. À ce moment-là, toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers Marc, comme pour regarder un match de tennis. Marc a dégluti. Je pouvais voir le mouvement de sa pomme d'Adam d'ici. Cependant, ai-je poursuivi en baissant légèrement la voix et en adoptant un ton plus menaçant, j'ai appris quelque chose en négociant avec les pirates dans le golfe d'Aden. L'ennemi ne se présente pas toujours les armes à la main. Parfois, l'ennemi vous attend dans votre refuge le plus sûr, dans votre propre maison. Il profite de votre absence, de votre dévouement, pour vous poignarder dans le dos. Un murmure s'éleva dans la salle. Les gens chuchotaient. « Que dit-elle » ? Parle-t-elle de son mari ? Pouvais-je entendre. Marc tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de le porter. Pendant que j'étais en mission, dis-je d'une voix désormais tranchante comme une lame, la personne à qui j'avais confié ma maison, ma vie, voire mon avenir, a utilisé cette confiance comme un capital pour assouvir ses petits plaisirs égoïstes. Ceux qui étaient incapables de porter le poids de mon uniforme ont osé se pavaner dans cette salle avec mon argent et ma réputation. À ce stade, mes chers spectateurs, arrêtez la vidéo une seconde et réfléchissez.
Si vous étiez Marc, assis à cette table devant des centaines de personnes, votre réputation en lambeaux, que feriez-vous? Fuiriez-vous? Ou nieriez-vous? Décrivez votre panique du moment dans les commentaires. J'ai continué. Mais Marc, ai-je dit en prononçant son nom à voix basse dans le micro, un soldat ne se laisse jamais prendre au dépourvu, et un capitaine ne laisse jamais la trahison impunie. J'ai donné mon signal. Du côté droit de la scène, un sous-officier en uniforme est apparu, un épais enveloppe jaune à la main. Ce sous-officier était Pierre. Il faisait partie de mon ancienne équipe. Pierre est descendu dans la salle d'un pas militaire, accompagné d'un bruit de tac-tac-tac. Il s'est dirigé directement vers la table du protocole. Il s'est arrêté devant Marc. Il a fait un salut militaire. Mais ce n'était pas un salut respectueux, c'était un ordre d'exécution. Pierre tendit l'enveloppe jaune, celle qui contenait la demande de divorce, la décision de gel des avoirs et l'ordre d'éloignement du domicile aux mains tremblantes de Marc. « C'est la notification du capitaine Fontaine, monsieur », dit Pierre d'une voix forte que toute la salle pouvait entendre. Marc prit l'enveloppe. Sa main tremblait tellement que l'enveloppe faillit tomber par terre. Élodie, essayant de comprendre ce qui se passait, murmura « Marc, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il » Mais Marc ne put répondre, car à cet instant, il comprit qu'il venait de perdre non seulement sa femme, mais aussi son statut de mari riche qu'il aimait tant, sa maison, sa voiture, tout. Je me suis penchée à nouveau vers le micro, et j'ai porté le coude de grâce. Je suis fière d'être ici ce soir, mais surtout, je suis fière d'être enfin libérée du poids inutile, des sourires hypocrites et des parasites qui encombraient de ma vie. Vive la patrie! Il y eut un moment de silence dans la salle. Puis, l'amiral Valéry se leva et se mit à applaudir. Puis le commandant de la marine, puis le secrétaire d'État, et en quelques secondes, toute la salle résonnait de « Bravo !» Ces applaudissements étaient peut-être pour ma médaille, mais pour Marc, ces applaudissements étaient le son de son exécution sociale. Élodie comprit alors la gravité de la situation et l'humiliation qu'elle subissait. Elle attrapa son sac et, sans attendre Marc, courut vers la porte en criant « Tu m'as humilié !» Marc, quant à lui, il est resté seul, avec son enveloppe jaune à la main, au milieu de centaines de regards méprisants. Le paon avait disparu, remplacé par un pauvre corbeau mouillé. En descendant de scène, je ne l'ai même pas regardé, car les vainqueurs ne s'intéressent pas aux décombres qu'ils laissent derrière eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Comment Marc a-t-il quitté l'hôtel cette nuit-là et quelle grande surprise l'attendait le lendemain matin à la banque? Vous allez adorer. Le lendemain matin, Paris était gris et agité comme d'habitude, mais mon monde était radieux. J'étais assis dans mon café préféré à Saint-Germain, le café de Flore. Devant moi, il y avait un jus d'orange fraîchement pressé, un croissant chaud et le journal Le Figaro du jour. En première page du journal, il y avait une photo de moi serrant la main de l'amiral. Le titre était « Le héros d'Aden honoré à Paris ». Le sous-titre disait « La petite tension familiale de la nuit n'a pas réussi à ébranler la volonté de fer du capitaine Fontaine ». La presse avait qualifié l'état pitoyable de Marc de « petite tension ». Cela me suffisait. Marc n'était plus rien, il n'était même plus une note de bas de page. Mon téléphone vibra. Une notification, elle provenait de mon application bancaire. Compte joint, 09 Ajaran. Tentative de transaction échouée. Montant, 50 000 €. J'ai souri. Marc s'était réveillé et commençait à affronter la dure réalité. Hier soir, après que Pierre lui a remis l'enveloppe jaune, Marc n'avait pas pu rentrer chez lui, car avant même qu'il ne se rende au bal, j'avais changé la serrure et renouvelé les codes de sécurité. J'avais également donné la photo de Marc au gardien de sécurité à l'entrée et lui avais donné pour instruction. Cette personne ne peut plus entrer dans cet immeuble. Marc avait probablement passé la nuit dans sa voiture ou dans un hôtel bon marché. Et maintenant, pris de panique, il s'était précipité vers le seul endroit où il voyait une issue, la banque. Mais Marc ignorait une chose. Ces comptes que nous considérions comme communs étaient en réalité liés au fonds de la fondation léguée par ma famille. Marc avait le droit de signature, certes, mais ce droit était limité par la clause « Aucune transaction supérieure à 5 000 € ne peut être effectuée sans l'accord du capitaine Clairefontaine ». Marc était tellement occupé à signer ses papiers qu'il n'avait même pas lu les petits caractères. Le directeur de la banque, M. Bernard, était un vieil ami de mon père. Je lui avais donné des instructions spéciales pour ce matin-là.
Je vais maintenant vous conduire à cette agence bancaire, dans le bureau de Monsieur Bernard. Il m'a raconté lui-même l'incident plus tard, avec un rire joyeux. À 9 heures pile, Marc est entré dans la banque, vêtu d'un smoking froissé et les yeux gonflés par le manque de sommeil. Je veux retirer tout l'argent de mon compte, a-t-il crié au caissier. Tout, maintenant. Le caissier a regardé son écran, a froncé les sourcils et a dit un instant, monsieur Fontaine, je dois vous diriger vers le directeur de la succursale. Marc est entré dans la pièce en trombe. Bernard, c'est quoi ce bordel? Je ne peux pas retirer mon argent. Monsieur Bernard, confortablement installé dans son fauteuil en cuir, a ajusté ses lunettes et ouvert le dossier devant lui. Calmez-vous, Marc, a-t-il dit. Techniquement, vous ne pouvez pas retirer votre argent, car il n'y a pas d'argent qui vous appartienne sur ce compte. Marc s'est resté figé. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Il y a 2 millions d'euros sur ce compte. Je suis son mari, son partenaire légal. Ah oui, dit Bernard en posant le document qu'il tenait à la main sur la table. Mais Madame Claire, la titulaire du compte, a révoqué toutes vos procurations ce matin à 8 heures. De plus... Bernard a marqué une pause avant de porter le coup fatal. Nous avons reçu hier soir une décision de justice pour gel des biens pour cause d'infidélité. À l'heure actuelle, vous ne pouvez même pas retirer de l'argent, ni même sortir un stylo de notre banque. Ça m'attend mon tate. Le visage de Marc est devenu livide. Mais je dois vivre, l'hôtel, la nourriture. Je n'ai plus rien. Bernard a souri. En fait, Marc, la situation est encore plus grave. Les 45 000 euros que vous avez retirés le mois dernier, vous savez, ce que vous avez prétendu utiliser pour des travaux de rénovation, mais que vous avez en réalité dépensé pour des vacances aux Maldives. Madame Claire a signalé cette dépense comme utilisation non autorisée et détournement de fonds. Vous devez actuellement 45 000 euros à notre banque. Et si vous ne payez pas, nous serons obligés de saisir votre voiture de sport. Voici, mes chers amis, une leçon de vie. Ne sous-estimez jamais, au grand jamais, l'importance de la littératie financière. Et ne soyez jamais assez stupide pour oublier d'où vient l'argent que vous dépensez. Si vous avez confié votre liberté financière à quelqu'un d'autre, arrêtez immédiatement cette vidéo et vérifiez vos comptes. Ce matin-là, alors que je buvais la dernière gorgée de mon café au café, j'ai reçu une nouvelle notification sur mon téléphone. Cette fois, elle provenait du système de sécurité de notre maison. Un mouvement a été détecté à la porte arrière du jardin. Marc, il était revenu bredouille de la banque. Et maintenant, dans un dernier geste désespéré, il essayait probablement de s'introduire discrètement dans la maison pour récupérer ses effets personnels ou l'argent liquide qui se trouvait dans le coffre-fort. Essayer de s'introduire comme un voleur dans la maison d'un capitaine? Marc repoussait vraiment les limites. Mais il avait oublié une chose. Ce n'étaient pas seulement les alarmes qui protégeaient cette maison comme une forteresse. J'ai réglé l'addition, mis mes lunettes de soleil et me suis levée. Il est temps de rentrer à la maison, me suis-je dit. Allons accueillir notre invité. Dans un instant, je vais vous raconter comment Marc s'est retrouvé dans une situation tragicomique en essayant d'entrer chez lui, sa rencontre embarrassante avec notre jardinier et la dernière proposition cruelle que je lui ai faite en arrivant chez moi, celle de l'eau. Préparez-vous, car Marc a touché le fond. Quand je suis arrivée chez moi, le spectacle était bien plus amusant que ce à quoi je m'attendais. J'ai arrêté le taxi au début de la rue et je me suis approchée à pied. Les hautes portes en fer de ma maison étaient fermées, mais il y avait une étrange agitation sur le mur couvert de vignes vierges sur le côté. Marc. Ce distingué gentleman parisien, ce prince en smoking. Il essayait maintenant d'escalader un mur de 3 mètres. Son smoking coûteux était couvert de boue, son nœud papillon était en lambeaux autour de son cou. Et le plus drôle, c'est que les belles roses rouges qui ornaient le mur de notre jardin ne semblaient pas apprécier la présence de Marc. Alors qu'il venait d'atteindre le sommet du mur et s'apprêtait à se jeter à l'intérieur, une voix familière retentit en bas. « Halte! Ne bouge pas !» Cette voix appartenait à notre jardinier Gustave. Gustave n'était pas seulement jardinier, c'était un ancien légionnaire. Après avoir pris sa retraite, il avait décidé que s'occuper des roses était plus apaisant que s'occuper des gens. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il avait perdu ses anciens réflexes. À ses côtés se trouvait son fidèle compagnon.
le chien allemand Brutus. Brutus tenait actuellement le pantalon de Marc entre ses dents et grognait. Marc était resté coincé au sommet du mur, les jambes écartées. « Gustave, éloigne ce chien! C'est moi! Marc, je suis le propriétaire de la maison !» criait-il. Gustave leva les yeux, tenant calmement ses cisailles de jardinage comme une menace. « Le propriétaire de la maison ? D'après ce que je sais, le propriétaire de la maison est le capitaine Fontaine, et il m'a donné le pouvoir de neutraliser tout intrus qui tenterait d'entrer. Tu as de la chance, Marc, car Brutus a déjà pris son petit déjeuner, sinon il t'aurait arraché la jambe avec le pantalon. » À ce moment-là, j'arrivai à la porte. Je sortis ma clé, ouvris la lourde porte en fer avec un clic et entrai. J'ôtai mes lunettes de soleil et levai les yeux vers ce spectacle pitoyable. « Bonjour Gustave, dis-je joyeusement. Les roses sont magnifiques cette année, mais je crois qu'il y a un parasite au sommet du mur. Avons-nous oublié de le traiter ?» En me voyant, Marc fut à la fois soulagé et furieux. « Claire, Dieu merci, dis à ce fou de me faire descendre. Et ouvre la porte, je dois récupérer mes affaires. »« Quelles affaires, Marc ?» ai-je demandé en sortant une cigarette de mon sac. Je ne fume pas d'habitude, mais cette scène méritait bien une bouffée de fumée. « Mes vêtements, mes montres, mon ordinateur, toutes mes affaires !» Je fis signe à Gustave. « Laisse-le descendre, Gustave, mais que Brutus reste vigilant. » Marc sauta par-dessus le mur, mais au lieu d'un atterrissage artistique, il tomba comme un sac de pommes de terre sur l'herbe boueuse. Lorsqu'il se releva, il ne restait plus de cet homme arrogant qu'une ombre sale. Il se secoua et marcha vers moi. « Tu ne peux pas me faire ça, Claire, » dit-il d'une voix tremblante. « Tu ne peux pas me mettre à la rue. J'ai des droits légaux. »« Tes droits légaux ?» J'ai riché une roi. « Marc, tu es en train de commettre un délit d'intrusion. Gustave est mon témoin. Brutus aussi. Si je te livrais à la police maintenant, tu passerais le week-end en garde à vue. Mais je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. » Je posai le sac que je tenais à la main et sortis 2 grands sacs poubelles noirs que j'avais préparés à l'avance de la petite cabane près de la porte du jardin. Je les ai jetés devant Marc. « Tu as 5 minutes, Marc, » ai-je dit en regardant ma montre. « Tu ne peux prendre que tes vêtements, tes costumes, tes chaussures de luxe. Tu vas tout mettre dans ces sacs. Pas de valise. Les ensembles, Louis Vuitton resteront à la maison, seulement des sacs poubelles. »« Oh, tu es folle !» a dit Marc. « Ces vêtements valent des milliers d'euros. Tu veux que je les mette dans un sac poubelle ?»« C'est ton choix, » ai-je répondu en haussant les épaules. « Soit tu prends le sac, soit tu pars nu. Au fait, ta collection de montres, elles ne sont plus considérées comme des bien acquis pendant le mariage, parce que la facture était à mon nom. Je les ai mises quand dans un coffre-fort hier soir. Ton ordinateur ? Il est enregistré au nom de l'entreprise. Tu ne peux pas le prendre non plus. Il ne te reste que des morceaux de tissu, Marc. Seulement les tissus qui recouvraient ta fausse peau. » Marc a hésité un instant. Il a pensé à m'attaquer. J'ai vu cette lueur sauvage dans ses yeux. Mais ensuite, il a entendu le grognement de Brutus et a remarqué les grands ciseaux que Gustave tenait à la main. Il s'est incliné. Il entra dans la maison, non pas comme un conquérant, mais comme un voleur. 5 minutes plus tard, il réapparut à la porte avec 2 sacs poubelles noirs gonflés. Il était en sueur. Pleurait-il ? Oui, je crois qu'il avait les larmes aux yeux. « Les clés de la voiture ?» ai-je dit en tendant la main. « Quoi ? Non, cette voiture est à moi. »« Non, Marc, cette voiture appartient à l'entreprise. Et je suis le seul signataire autorisé de l'entreprise. Donne-moi les clés, sinon je vais signaler le vol du véhicule. Il ne leur faudra pas plus de 10 minutes pour le localiser grâce au GPS. » Marc, les mains tremblantes, a déposé les clés de la Porsche dans ma paume. À ce moment-là, mes chers spectateurs, à ce moment-là, j'étais au sommet de ma vengeance. Marc, avec 2 sacs poubelles à la main, se retrouvait dans une rue chic de Paris, sans même avoir de quoi payer un taxi. « Maintenant, va-t'en, Marc, » lui ai-je dit en fermant la porte. Et prie pour qu'Élodie t'accepte dans cet état, car d'après ce que j'ai entendu, elle a déjà assez de soucis comme ça. Je lui ai claqué la porte au nez, je l'ai verrouillée, puis je me suis tournée vers Gustave. « Excellent travail, Gustave. Donne une saucisse supplémentaire à Brutus. » En entrant dans la maison, je me suis arrêtée au milieu du salon. Silence. Mais cette fois, c'était un silence paisible. La maison avait été débarrassée de son parasite. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Il restait Élodie. J'avais une dernière preuve montrant que cette innocente mannequin
était en réalité aussi coupable que Marc dans cette affaire, et qu'elle était même celle qui avait piégé Marc. Je vais maintenant vous raconter la petite visite que j'ai faite à l'agence d'Élodie et comment j'ai révélé l'identité de la maîtresse de Marc. Et une question pour vous. Si vous étiez à ma place, auriez-vous donné ces sacs poubelles à votre conjoint infidèle ou auriez-vous préféré brûler ses affaires? J'attends vos commentaires passionnés. Le monde de la mode à Paris est impitoyable. Un jour, vous faites la couverture d'un magazine, le lendemain, personne ne se souvient de votre nom. Mais Élodie, elle pensait avoir trouvé sa place dans ce monde. Elle s'était servie de Marc comme d'un tremplin et s'était créée une image luxueuse grâce à mon argent. Mais elle avait oublié une chose. Le luxe s'achète, mais la classe, elle, ne s'achète pas. Vers 14 heures, je suis entrée dans les bureaux de la célèbre agence de mannequins qui représentait Élodie, avenue Montaigne. Je ne portais pas mon uniforme. Cette fois, j'avais enfilé un tailleur Chanel. En d'autres termes, je parlais leur langage. La propriétaire de l'agence, Madame Lefebvre, m'a accueillie à la porte. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai pris rendez-vous, j'avais indiqué à sa secrétaire non seulement mon nom, mais aussi qu'il s'agissait d'un dossier de fraude que Madame Lefebvre devait voir avant qu'il ne soit rendu public. La crainte d'un scandale est le meilleur moyen d'ouvrir les portes dans le monde de la mode. La chambre de Madame Lefebvre était vitrée et nous pouvions voir les prises de vue réalisées dans le studio en contrebas. Et là, il y avait Élodie. Elle participait à un shooting pour une marque de parfum. Elle souriait, prenait la pause et faisait comme si tout allait bien. Elle savait ce qui était arrivé à Marc, mais elle s'en fichait, parce que Marc était désormais un homme pauvre. Élodie, quant à elle, était à la recherche de nouvelles proies. Capitaine Fontaine, dit Madame Lefebvre d'un ton froid mais respectueux. De quoi s'agit-il exactement? De ce sujet sensible dont vous m'avez parlé au téléphone? Je sortis de mon sac un dossier noir recouvert de cuir, l'énorme dossier préparé par Henri et mon détective privé. Madame, dis-je en posant le dossier sur la table, nous devons parler d'Élodie Martin, le visage de votre agence, ou plutôt de son vrai nom, Chantal Dubreuil. Madame Lefebvre fut surprise. Chantal? Mais de quoi parlez-vous? Regardez la page 3 du dossier, s'il vous plaît, dis-je calmement. Madame Lefebvre tourna la page, son visage devint livide. Ce qu'elle voyait, c'était le casier judiciaire d'Élodie, à Lyon, à Marseille et plus récemment à Bruxelles. Chantage à l'encontre d'hommes d'affaires fortunés, escroquerie aggravée et usage de faux papiers. Élodie n'était pas seulement une jeune mannequin naïve, c'était une chasseuse professionnelle qui avait bâti sa carrière en piégeant des hommes âgés et riches, puis en les exploitant par le mariage ou le chantage. Marc n'était ni sa première ni sa dernière victime. Il était simplement la plus stupide. Ce n'est pas possible, murmura Madame Lefebvre. Nous avons enquêté sur son passé. Vous n'avez pas suffisamment bien enquêté, répondis-je. De plus, à la page 5, il y a le témoignage de son ancienne colocataire qui affirme qu'Élodie a volé les effets personnels des autres mannequins de votre agence. Et à la page 7, il y a les transcriptions des enregistrements audio-racistes et désobligeants qu'elle a fait à propos du célèbre géant des cosmétiques qui est l'un des sponsors de votre marque. Voici une question pour vous, chers téléspectateurs. Que feriez-vous si vous appreniez qu'une personne pour laquelle vous travailliez et en qui vous avez confiance a en réalité une identité complètement fausse? La licencieriez-vous immédiatement ou iriez-vous voir la police? J'attends vos réponses dans les commentaires. Madame Lefebvre a clos le dossier. Ses mains tremblaient. Elle pensait à la réputation de sa marque. Que voulez-vous, capitaine? Je ne veux rien, ai-je répondu en me levant. Je fais simplement mon devoir de soldat et j'avertis un citoyen. Le fait que cette fille reste dans votre agence est une bombe à retardement pour vous. À vous de décider. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Élodie est entrée. C'était l'heure de sa pause. En me voyant, elle s'est figée sur place. La bouteille d'eau qu'elle tenait à la main est tombée par terre. « Vous, dit-elle avec haine, que faites-vous ici? N'avez-vous pas assez gâché ma vie ?» Non. Madame Lefebvre se leva. La femme élégante avait disparu, remplacée par une patronne impitoyable. « Ça suffit !» tonna Lefebvre. « Chantal, ramasse tes affaires, tout de suite !» Élodie regarda son patron avec stupéfaction. « Vous ne pouvez pas m'appeler comme ça. Je m'appelle Élodie. Je suis la star de cette agence. »« Tu es une escroque, » dit Lefebvre en lui jetant le dossier. « Et à partir de maintenant, tu es virée.
Conformément à la clause de conduite morale de ton contrat, tu n'auras pas droit à d'indemnité. De plus, tu dois rendre le véhicule de fonction et l'appartement de luxe ce soir. Élodie se tourna vers moi. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais cette fois, ce n'étaient même pas des larmes de crocodile. C'est toi qui as fait ça, s'écria-t-elle en s'avançant vers moi. Tu as détruit Marc, et maintenant tu veux me détruire? Quel genre de femme es-tu? J'ai souri. J'ai fait un pas vers elle. Il n'y avait que quelques centimètres entre nous. Je me suis penchée vers son oreille et lui ai murmuré d'une voix qu'elle seule pouvait entendre. Je suis cette femme ennuyeuse que tu méprises, Chantal. Et voici ta prime de départ à la retraite. Élodie a quitté la pièce en hurlant sans qu'il soit nécessaire d'appeler la sécurité. Elle a mis fin à sa propre carrière en proférant des insultes et des menaces devant tout le monde dans le couloir. En sortant du bureau, Madame Lefebvre m'a interpellée. « Merci, capitaine, vous nous avez évité un gros problème. » J'ai légèrement incliné la tête. « Je vous en prie, j'aime faire le ménage. » Lorsque je suis sortie du bâtiment, le soleil de Paris apparaissait pour la première fois. À travers les nuages, Marc était fini, Élodie était finie. Mais mon histoire n'était pas encore terminée, car il restait encore le chef architecte qui avait orchestré tout ce processus, provoqué Marc et tenté de me faire expulser de cette maison. Ma belle-mère, Madame Renée, cette femme toxique qui a élevé son fils comme un prince, qui m'a fait sentir insuffisante à chaque occasion et qui a insufflé à Marc l'idée de divorcer de cette femme et de prendre l'argent. Préparez-vous, car le plus doux des règlements de compte est celui qui est gardé pour la fin. L'avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris, n'est pas seulement une avenue, c'est un symbole de statut social. Ma belle-mère, Madame Renée, vivait ici, dans un appartement au plafond haut, rempli d'antiquités. Ou plutôt, elle croyait y vivre. Renée était une veuve noble, en apparence, mais à l'intérieur, c'était une reine manipulatrice qui utilisait son fils comme un pion. C'est elle qui a façonné la mentalité de chasseur de femmes riches de Marc. Elle me disait toujours, avec son sourire hypocrite, « Claire, ma chérie, tu es un peu trop simple, tu ne t'adaptes pas très bien à notre monde. » Aujourd'hui, c'était mercredi. C'était donc le jour du célèbre thé de l'association caritative de Renée. Les femmes les plus bavardes, les plus riches et les plus critiques de Paris se trouvaient actuellement dans ce salon. Tout en dégustant des macarons, la durée, elle discutait probablement de mon divorce et du sort tragique. De Marc, j'ai demandé au portier de ne pas m'annoncer. J'avais toujours ma clé. Ah, ces clés, les symboles les plus silencieux du pouvoir. Lorsque je suis entrée dans le salon, le brouhaha s'est arrêté net. Renée était assise dans son fauteuil devant la cheminée, une tasse en porcelaine de Limoges à la main. En me voyant, elle posa brusquement sa tasse sur sa soucoupe. « Claire ?» dit-elle, la voix tremblante d'une panique passagère, mais elle se ressaisit aussitôt. « Comment oses-tu? Tu ne peux pas entrer ainsi dans une maison où tu n'es pas invitée. » Les 10 autres femmes présentes dans le salon retenaient leur souffle et nous regardaient. Pour elles, c'était une pièce de théâtre et elles étaient aux premières loges. « Nia Poporlage. »« Je suis juste passée, Renée, » dis-je en retirant lentement mes gants. « J'ai apporté quelques affaires de Marc. » Renée se détendit. Elle pensait probablement que j'avais apporté les diamants ou les documents importants de Marc que j'étais venue supplier pour faire la paix. Son sourire arrogant réapparut sur son visage. « Ah, pauvre Claire, » dit-elle en se tournant vers ses amis. « Vous voyez? Le remords, ça remonte le moral. Marc a peut-être été un peu impulsif, mais tu l'as aussi beaucoup négligé, ma chérie. Un homme a besoin d'attention, pas d'un fantôme qui passe son temps à naviguer sur les mers comme toi. » Madame Dubois, à côté d'elle, acquiesça en gloussant. « Tu as tout à fait raison, Renée, la famille est sacrée. » Je pris une profonde inspiration, puis j'entrai en scène. « Tu as raison, Renée, dis-je en marchant vers le milieu de la pièce. La famille est sacrée, l'honnêteté aussi. Mais je vois que tu as oublié de raconter certains petits détails à tes amis. » Renée plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je sortis de mon sac un dossier rouge portant le cachet d'un notaire. « Tes amis savent-ils à qui appartient réellement ce magnifique appartement, Renée ?» demandai-je à voix haute. « Tu leur dis qu'il t'a été légué par ton défunt mari, n'est-ce pas ?» Des chuchotements ont commencé dans le salon. « Cet appartement, dis-je en posant le dossier sur la table basse, a été acheté en 1985 par mon grand-père, l'amiral Fontaine, et le titre de propriété m'appartient à 100%. Tu étais ici une invitée qui vivait
sans payer de loyer, grâce à ma bonne volonté et à l'amitié que je portais à Marc. René se leva d'un bond, son visage était rouge écarlate. « Tu mens! Cet appartement est à moi. »« Non, René, dis-je d'une voix calme. La seule chose qui t'appartient, c'est la vitrine dans le coin et les porcelaines qu'elle contient. Tout le reste, le fauteuil dans lequel tu es assise, le tapis sur lequel tu marches, et même le thé que tu bois en ce moment. Tout cela était payé par ma fondation. » Je me tourne vers mes spectateurs. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous rendez compte que quelqu'un qui vous méprise ne doit en réalité son succès qu'à vous? Voir ce masque tomber, ça n'avait pas de prix. Si votre réponse est oui, aimez cette vidéo pour que je sache que vous n'êtes pas seul. J'ai continué. Et comme tu le sais, Marc ne fait plus partie de notre famille. Par conséquent, ton séjour chez nous est terminé. J'ai ouvert le dossier. Ceci est un avis d'expulsion, René. Mon avocat l'a déposé ce matin. Légalement, tu as 48 heures, mais je vais me montrer généreux. Tu as jusqu'à la fin de la semaine. René s'est écrié. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me mettre à la rue. Je suis une femme respectable. La femme noble avait disparu, remplacée par une vulgaire bagarreuse de courtier. Respectable? J'ai ri. Être respectable, c'est ne pas encourager son fils à prendre une maîtresse avec l'argent de sa belle-fille, René. Être respectable, c'est ne pas organiser de thé dans la maison que sa belle-fille a payée tout en lui coupant les vivres dans son dos. Les femmes ponts présentes dans le salon commencèrent à s'éloigner doucement de René. C'est ainsi que fonctionne la haute société. Quand le navire coule, ce ne sont pas les rats qui s'enfuient en premier, mais les amis. Madame Dubois prit son sac. « Je pense qu'il est temps de partir, » dit-elle froidement. René regarda avec horreur ses amis s'en aller. Elle se retrouvait seule et confrontée à sa plus grande peur, la pauvreté et le discrédit. « Claire, » dit-elle d'une voix soudainement adoucie, prenant un ton suppliant. « S'il te plaît, nous pouvons discuter. Marc a commis une erreur, mais moi, je suis comme ta mère. Où vas-tu m'envoyer à mon âge ?» Je la regardai. Cette femme qui me trouvait autrefois insuffisante critiquait mes vêtements, me traitait de paysanne. « Je ne sais pas, » répondis-je en haussant les épaules. « Tu iras peut-être chez Marc. Il paraît qu'il cherche un endroit où loger en ce moment. Peut-être trouverez-vous ensemble une solution grâce à votre sang noble dont vous vous vantez tant. » Je me dirigeai vers la porte. En sortant, je m'arrêtai et ajoutai une dernière chose. « Au fait, René, fais attention en emballant la porcelaine. Je serais désolée si elle se cassait. Elle a une valeur sentimentale, tu sais. » En sortant du bâtiment, je ne laissai derrière moi non seulement un ego brisé, mais aussi l'illusion d'une dynastie sans miettes. Marc était fini, Élodie était finie, René était fini. En marchant dans les rues de Paris, j'ai pris une profonde inspiration. Le ciel n'était plus gris, mais bleu azur. Un poids énorme m'avait été enlevé des épaules. Ma vengeance était accomplie. Mais la vengeance ne fait que nettoyer le passé. Elle ne construit pas l'avenir. J'avais désormais devant moi un grand vide et une nouvelle vie. Je me suis arrêtée une dernière fois, dans le salon de cette magnifique maison parisienne. Les tableaux de mauvais goût achetés par Marc n'étaient plus accrochés au mur. Les meubles, les tapis, ce maudit miroir. Tout avait disparu. Il ne restait plus que le parquet d'œuf et les grains de poussière qui flottaient devant les fenêtres. Ma voix résonnait dans les pièces vides. On dit qu'une maison prend tout son sens à travers ce qui s'y passe. Mais pour moi, cette maison n'était plus qu'un bien immobilier. Et alors que le marché immobilier parisien était en pleine effervescence, il n'y avait pas de place pour la sentimentalité. J'ai vendu la maison. Et savez-vous à qui? Au milliardaire russe de la technologie que Marc admirait tant et dont il disait « J'aimerais tellement le rencontrer ». À 20% au-dessus de sa valeur marchande, Marc ne voyait cette maison que comme un symbole de statut social. Moi, je la voyais comme un capital qui financerait mon avenir. En sortant du bureau d'enregistrement, j'ai regardé les zéros ajoutés au montant de mon compte bancaire. Cet argent ne provenait pas seulement de la brique et du mortier. Cet argent était une compensation pour les souffrances que j'avais endurées. Mais la vraie question était, qu'allais-je faire de cet argent? Allais-je partir aux Maldives pour siroter des cocktails? Non, cela aurait été un manque de vision, à la manière de Marc. Je suis un soldat. Et un soldat se prépare à la guerre, même en temps de paix. Je n'ai pas démissionné de la marine, mais j'ai quitté le service actif pour rejoindre la réserve. Et avec cet argent, j'ai créé l'entreprise de mes rêves, Athena Strategy and Security Consulting.
La mission de mon entreprise était simple, fournir des services de gestion de crise et de renseignements aux entreprises et aux personnalités de haut rang. En d'autres termes, j'utilisais désormais contre les requins des jungles du monde des affaires les tactiques que j'avais utilisées pendant des années contre les pirates des océans. Et devinez qui était ma première cliente? Madame Lefebvre. Oui, la propriétaire de l'agence qui avait licencié Élodie. Elle m'a supplié de trouver la fuite d'informations dans son entreprise. J'ai accepté le travail, j'ai trouvé la fuite en 24 heures et j'ai facturé une somme astronomique en échange. Grâce à cette référence, les portes de Paris m'ont été grandes ouvertes. Mon bureau se trouvait dans l'une des plus hautes tours de la Défense. En regardant Paris depuis ma pièce au mur de verre, je n'étais plus cette femme battue et trompée, mais l'une des femmes d'affaires les plus redoutées et respectées de la ville. Mais le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas l'argent, mes amis. Le plus beau, c'est le pouvoir. Avant, Marc méprisait mon travail et disait à ses amis « Ma femme est fonctionnaire ». Maintenant, tous ses amis suppliaient de ma secrétaire de leur donner un rendez-vous dans mon entreprise. Un jour, mon assistant est entré dans la pièce. « Madame, a-t-il dit, il y a quelqu'un en bas qui n'a pas de rendez-vous. Il dit vouloir vous parler d'une affaire personnelle. Il s'appelle Marc Fontaine. » J'ai souri. J'ai posé mon stylo et tourné mon fauteuil pivotant vers la fenêtre. « Ne le faites pas entrer, » ai-je dit calmement. « Mais transmettez-lui ce message. Athéna Stratégie ne travaille qu'avec des actifs qui ont un avenir. Les fantômes du passé ne correspondent pas à notre portefeuille. » Mon assistant s'est sorti, perplexe mais admiratif. Ce jour-là, je quittais le bureau plus tôt. J'avais une tâche bien plus importante à accomplir. Je me rendais à l'inauguration de la Fondation Silent Scream, que j'avais créée avec une partie de l'argent que j'avais gagné. Cette fondation avait été créée pour apporter un soutien juridique et financier aux femmes victimes de violences financières, dont les biens avaient été confisqués par leur mari. Quand vous voyez l'espoir dans les yeux de ces femmes qui m'attendent à la porte de la fondation, c'est à ce moment-là que vous comprenez, la vengeance, c'est terrasser son ennemi, mais la victoire, c'est de pouvoir relever les autres là où vous êtes tombés. Je pose la question à mes spectateurs. Si vous disposiez d'un pouvoir et d'une fortune considérables, les dépenseriez-vous uniquement pour votre propre luxe ou les utiliseriez-vous pour changer la vie des autres? Soyez honnête, j'attends vos commentaires. Mon histoire a commencé comme une tragédie, mais elle se poursuit comme une épopée. Marc, Élodie et René, ils ne sont plus les protagonistes de mon histoire, mais seulement les méchants qui ont fait de moi ce que je suis. Et comme dans toute bonne histoire, les méchants ont aussi une fin. Et je vais vous quitter en vous livrant la plus grande leçon que j'ai tirée de ce voyage. Préparez-vous, la fin sera grandiose. On dit que le temps est le juge le plus juste, le plus impitoyable et le plus patient. En tant que soldat sur le terrain, je recherchais la justice au bout du canon. Elle était rapide et définitive. Mais dans la vie civile, ici la justice est comme un vin vieilli qui se bonifie lentement et dont le goût reste en bouche. Parfois, il faut intervenir. Parfois, il faut simplement se mettre en retrait et regarder ces rouages gigantesques tourner et mener chacun à la place qui lui revient. Cela fait exactement 18 mois depuis cette nuit mouvementée, depuis cette exécution sous les projecteurs. Je suis maintenant très loin de l'atmosphère chaotique de Paris, imprégnée d'échappements et de trahisons. Je me trouve sur la terrasse de ma maison en pierre, perchée au sommet des falaises, sur la côte sauvage de Normandie, que j'ai acheté avec mon propre argent, chaque centime gagné par moi-même, et que j'ai baptisé le refuge bleu. Devant moi s'étend l'immensité bleue de l'océan Atlantique, le bilan annuel de mon entreprise et un verre de vrai vin. Pas un de ces vins prétentieux de marque, cher mais sans saveur, mais un pinot noir de caractère, sincère, élevé sur ces terres et nourri par le vent. Je sais que vous vous posez tous la même question, qui vous ronge de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé, Claire? L'histoire est-elle terminée? Mais respirez profondément. Installez-vous confortablement, car j'ai étalé les dossiers mensuels devant moi. J'ai préparé pour vous ce rapport détaillé que vous attendiez avec tant d'impatience. Où sont-ils maintenant, dans lequel la justice a été rendue? Auchan-de-Guy 1. Élodie, de son vrai nom Chantal. Au cours des premiers mois qui ont suivi son renvoi de l'agence, Élodie a essayé de jouer le rôle de la femme victime.
Elle a tourné des vidéos larmoyantes sur YouTube sur le thème «Un soldat puissant s'en est pris à une fille sans défense» et a fait de fausses déclarations à des blog people. Mais elle a oublié une chose. Je suis un stratège. Mon armée d'avocats a lancé une contre-attaque contre elle pour diffamation, violation de la vie privée et atteinte à la réputation commerciale. Et les assignations à comparaître ont plu comme des gouttes de pluie. Pour pouvoir payer les dommages et intérêts, elle a dû vendre ses sacs de luxe sur des sites de vente d'occasion. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait participé à une émission de télé-réalité de troisième ordre pour tenter de rester dans la course à la célébrité. Là encore, il n'a pas changé ses habitudes. Il a été disqualifié après avoir été filmé en train de voler les produits cosmétiques des autres candidats dans la villa. Je ne peux décrire le mélange de honte et de plaisir que j'ai ressenti en regardant cette scène. Que fait-elle aujourd'hui? Sur Instagram, elle fait la promotion de thés amaigrissants, inutiles et de projets de crypto-monnaies manifestement frauduleux auprès de ses 50 000 followers, dont la plupart sont des bots. Les podiums scintillants et les défilés Chanel, c'est fini. Elle n'existe plus que derrière le filtre intense et artificiel de l'écran de son téléphone, dans une petite pièce sombre. Deuxième dossier, Madame Renée. Ah, Renée, ma belle-mère, noble, qui ne s'abaissait pas à ramasser son nez s'il tombait par terre. Après avoir été expulsée de l'appartement de l'avenue Foch où elle vivait grâce à moi, le milieu artificiel qu'elle appelait la haute société s'est évaporé d'un seul coup. Ses amis ne répondaient plus à ses appels et ne l'invitaient plus à leur réception, car Renée ne parlait que de son ancienne richesse, de sa belle-fille ingrate, et se plaignait sans cesse. Les gens, en particulier cette fausse haute société, fuient comme la peste les énergies négatives et les personnes déchues. Elle vit aujourd'hui dans la banlieue parisienne, à Saint-Denis, dans un appartement de 40 mètres carrés aux murs fins et humides. La vue dont elle se vantait tant a disparu. Sa fenêtre donne désormais sur un mur de béton gris. La semaine dernière, en parcourant un site d'enchères, j'ai vu une annonce familière. Service à thé original en porcelaine de Limoges du 19e siècle, à vendre de toute urgence. Nom du vendeur, R. Fontaine. Il vendait le service qu'il avait utilisé pour m'impressionner lors de cette fameuse tea party. Devinez qui a acheté le service? Moi. En tant qu'acheteur anonyme, j'ai fait une offre légèrement supérieure à la valeur marchande. Pour l'utiliser? Jamais. J'ai envoyé ces tasses à la cuisine de ma fondation Silence Cream. Ces tasses sacrées, qui autrefois n'étaient touchées que par des lèvres nobles, réchauffent désormais les mains de femmes travailleuses, victimes de violences qui tentent de s'accrocher à la vie. Elles servent à infuser des sachets de thé à 2 euros. Je pense que si Renée savait à qui servent désormais ces précieuses porcelaines, elle aurait une crise cardiaque sur place. Troisième dossier, Marc. Et Marc, mon ancien prince. La plus grande erreur et la plus grande leçon de ma vie. Entre les dettes bancaires, les indemnités, les dépenses d'Élodie et les frais d'avocat, Marc a dû vendre non seulement sa Porsche, qu'il aimait tant, mais aussi ses vestes de marque, sa collection de montres et même ses boîtes de cigares dont il était si fier. Il a essayé de se lancer dans le conseil en luxe, mais Paris est petit et tout le monde savait qui il était. Personne ne lui a donné de travail. La semaine dernière, lorsque je me suis rendue à Paris pour conclure un accord de sécurité avec une grande banque, je me suis arrêtée devant cet hôtel ultra luxueux de la place Vendôme. Mon chauffeur a ouvert la porte. J'étais sur le point d'entrer dans l'hôtel lorsqu'un voiturier s'est arrivé en courant. « Bienvenue, madame, la clé !» Sa phrase est restée en suspens. Nos regards se sont croisés. Il portait l'uniforme ample et bon marché en polyester de l'hôtel. Ses cheveux étaient clairsemés. Sa peau soignée avait pris une teinte grisâtre, ses yeux étaient cernés. À la porte, où il entrait autrefois en tant que client et où il claquait des doigts pour appeler les serveurs, il attendait désormais pour garer les voitures des autres. Il m'a reconnue. À ce moment-là, ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas du regret, mais une honte pure et un désir de disparaître sous terre. « Puis-je avoir la clé, monsieur ?» ai-je dit, comme si je ne le connaissais pas, comme s'il s'agissait d'un simple employé. Il n'y avait ni colère ni moquerie dans ma voix, seulement une froideur professionnelle. Il a pris les clés de ma main en tremblant. J'ai senti que sa paume était moite. « Bien sûr, capitaine », a-t-il murmuré. Sa voix était cassée comme du verre brisé. J'ai ouvert mon sac. Pendant un instant, ma main s'est dirigée vers mon portefeuille.
Lui donner un pourboire, cela l'aurait achevé, n'est-ce pas? Mais je ne l'ai pas fait. J'ai retiré ma main, car l'aumône ne se donne qu'à ceux qui la méritent et qui en ont besoin. Marc, lui, avait simplement reçu une leçon. Il payait le prix de son arrogance. Je lui ai tourné le dos et je suis entrée par la porte tournante vers l'endroit où j'avais ma place, vers le sommet. Marc, derrière moi, dans les fumées d'échappement, s'est retrouvé seul à garer la vie d'autrui. Et moi? Je suis Claire Fontaine, une ancienne victime, une ancienne femme trompée. Aujourd'hui, PDG, stratège et l'espoir de milliers de femmes. Suis-je seule? Les soirs en Normandie, le silence est-il parfois pesant dans cette grande maison? Peut-être. Peut-être que l'autre côté de mon lit est vide. Mais autour de moi, il y a mes amis qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour mon argent ou mon statut, les vies que j'ai sauvées et l'empire que j'ai bâti de mes propres mains, fondé sur l'honneur. Et cette paix vaut 1000 fois plus que la fausse foule offerte par Marc. Pourquoi ai-je raconté cette histoire? Je ne vous ai pas raconté cette histoire pour que vous vous détendiez en regardant une histoire de vengeance. Je vous l'ai racontée pour vous transmettre un seul message, pour vous crier une vérité qui restera gravée dans votre mémoire. Ne laissez personne vous prendre pour une proie facile. Ne laissez jamais personne confondre votre gentillesse avec de la naïveté, votre silence avec de la faiblesse. Et surtout, ne cédez jamais, au grand jamais, votre pouvoir financier, votre intelligence et votre liberté à quelqu'un d'autre, même si vous l'aimez profondément. La tempête est passée, mes amis. La mer est désormais calme, et je suis la seule capitaine de mon navire. Mais l'apprentissage n'est pas terminé, mon histoire est terminée, mais la vôtre ne fait peut-être que commencer. Si vous soupçonnez qu'il y a un Marc dans votre vie, cliquez sur cette vidéo dans laquelle j'explique les signes avant-coureurs insidieux d'un partenaire narcissique. Non, si vous dites « tout va bien pour moi », mais je ne sais pas comment assurer ma sécurité financière, vous pouvez accéder à ma vidéo « Guide de protection financière dans les relations » ici. Je suis le capitaine Claire et... Capitaine Claire, ce n'est pas un adieu mais un nouveau départ. Gardez les yeux ouverts.